Bienvenue pour cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur la Xiaomi Pad 7 Pro. Elle est sortie là en octobre 2024 aux alentours de 500 euros. Clairement, Xiaomi veut sa part du gâteau haut de gamme. Oui, et sur le papier, ça a l'air costaud. Snapdragon 8S Gen 3, écran annoncé 3.2K 144 Hz. Ça fait rêver. Justement, l'objectif aujourd'hui, vérifier si cette promesse tient la route face aux autres. On va s'appuyer sur des analyses techniques, des retours d'utilisateurs, voir ce qu'elle vaut vraiment quoi. Bon, alors, allons-y. Qu'est-ce qui ressort de nos sources sur le matériel, pour commencer? Alors d'emblée, il faut dire que l'objet est plutôt joli. Châssis alu, assez fin, 6.2 mm, 500 grammes. Ça fait assez premium en main, ouais. Mhm. Mais très vite, on voit les compromis. Le lecteur d'empreinte sur le côté, apparemment, il est un peu capricieux. Pas super fiable. Ça c'est embêtant au quotidien. Ni. Et puis le bloc photo derrière, il dépasse pas mal. Du coup, la tablette est bancale quand on la pose à plat. Pas top sans coque. Et aussi, pas de prise jack, pas d'étanchéité certifiée. Bon, c'est des choix pour tenir le prix, on imagine. D'accord. Des petits détails, mais qui comptent. Et l'écran. C'est quand même un argument central. C'est une dalle IPS LCD, 11,2 pouces, très haute définition, ce fameux 3.2K, 345 mais PPI, c'est très net pour le coup. Oui, et le format 3.2 est pas mal, assez polyvalent. Voilà, bonne couleur, HDR10, Dolby Vision. La luminosité est correcte, autour de 760 nits, mais bon, en plein soleil, ça peut être limite. Et surtout, ça reste du LCD. On n'a pas les noirs profonds de l'OLED. C'est en choix. Exact. Mais alors, c'est 144 Hz annoncés. Ah, là, c'est intéressant. C'est marqué partout 144 Hz, mais les tests sont unanimes. Elle tourne à 120 Hz maximum. Ah bon? Carrément. Oui, avec une adaptation dynamique, tu vois, 30, 60, 90, 120. Mais le 144 Hz, jamais atteint en pratique. C'est purement marketing. C'est osé quand même, hein? Bah oui, ils misent sur le chiffre, sachant que la différence entre 120 et 144, à l'œil nu, c'est quasi impossible à voir. Mais ça claque sur la fiche technique. Malin, mais voilà. D'accord. Et la réactivité générale, avec cette puce Snapdragon 8S Gen 3, ça donne quoi? Bah ça tourne très bien. Franchement, pour l'usage courant, naviguer, ouvrir des applis, multitâches de base, c'est hyper fluide. On sent que la puce est faite pour ça, pour la réactivité immédiate. Ok. Et si on la pousse un peu, pour le jeu par exemple? Elle peut faire tourner des gros jeux, genre Genshin Impact, mais c'est là qu'on voit les limites. Ça chauffe et l'autonomie, elle descend vite. Hmm. Les perfs graphiques sont corrects, mais pas non plus exceptionnels pour cette gamme de prix. On n'est pas au niveau des tablettes beaucoup plus chères. Le choix du 8S Gen 3, c'est ça. Très bon en single core pour la fluidité ressentie, mais un peu moins costaud quand on tire vraiment dessus longtemps. Un compromis, quoi. Je vois. Puissance brute, oui, mais avec des nuances. Et le logiciel HyperOS 2 qui pilote tout ça, il suit? Alors HyperOS, c'est basé sur Android 15. L'interface est pensée pour les grands écrans, oui. Centre de contrôle séparé, pratique. Le multitâche est pas mal, jusqu'à 4 fenêtres flottantes. Et l'intégration avec l'écosystème Xiaomi, HyperConnect? C'est en plus, oui, si on est déjà équipé Xiaomi, pour partager des fichiers, contrôler son tel, c'est bien pensé. Mais j'ai lu que tout n'était pas rose non plus côté logiciel. Des critiques sur la finition? C'est ça. Les retours parlent d'un manque de polish, de raffinement, comparé à ce que fait Samsung avec One UI, par exemple, moins d'options de personnalisation. D'accord. Et puis, il y a quelques applis préinstallées, du bloatware, quoi. Et les fonctions IA intégrées, ça semble un peu gadget, pas toujours très utile ou fiable. Le matériel est bon, mais le logiciel semble un peu moins mature. Et ce fameux Workstation Mode, la promesse d'une expérience type PC. Ah oui, la tentative d'imiter Dex. Sur le papier, c'est séduisant, mais en pratique, les retours disent que c'est encore brouillon. C'est-à-dire? Bah, les contrôles des fenêtres sont pas très intuitifs, l'interface un peu rigide, la gestion des fenêtres manque de cohérence. C'est plus un multitâche un peu amélioré qu'un vrai mode bureau productif. Ça dépanne, mais c'est pas encore ça. Encore un compromis donc. Bon, parlons pratique. Autonomie, charge? L'autonomie, elle lui est plutôt bonne en usage mixte. Les tests donnent entre 8 et 11 heures d'écran allumé. C'est solide. Oui, c'est correct. Mais voilà, comme on disait, en jeu ou sur des tâches lourdes, ça chute plus vite. Par contre, le point fort, c'est la charge. 67 watts, c'est très rapide. Ah oui. Ça donne quoi en chiffres?
plus de 50% en 30 minutes et la charge complète en 1h10, 1h15 environ. Là, c'est vraiment efficace. Ah, ça c'est bien. Mais il y a un piège, j'imagine. Exactement. Le chargeur 67 watts, il n'est pas dans la boîte. Ah non. Sérieux? Si, faut l'acheter en plus. Donc le prix affiché, il faut rajouter ça. C'est un coût caché non négligeable. C'est bon à savoir, ça. Et niveau connectivité? On a du Wi-Fi 7, de l'USB-C 3.2, donc c'est moderne et rapide. Par contre, Oui. grosse absence, pas de version 5G ou cellulaire. Pas de GPS non plus, pas de NFC. Et pas de port micro SD pour étendre la mémoire. Ah oui, quand même. Ça limite pas mal l'usage nomade, du coup. Carrément. Ça dessine vraiment le portrait d'une tablette pour la maison ou le bureau, connectée en Wi-Fi. Pas vraiment faite pour bouger partout et être autonome. Donc, si on résume, le rapport qualité-prix de 500 €, il est un peu à nuancer, finalement. Tout à fait. Le prix d'appel est bon, mais si on ajoute le chargeur, peut-être un stylet, un clavier, on se rapproche d'autres tablettes. Comme? Une Samsung Galaxy Tab S9 FE, par exemple. Moins puissante, mais avec un logiciel plus mature et souvent le stylet inclus. Ou alors un iPad Air, mais là on change de catégorie de prix, même si l'écosystème Apple et la puce M sont des arguments forts. L'iPad a un écran moins rapide par contre. D'accord. La Pad 7 Pro, elle se démarque vraiment par sa puissance brute et sa vitesse de charge pour son prix. C'est donc une tablette pleine de contrastes. Super puissance, bel écran, charge rapide, mais un logiciel perfectible, ce lecteur d'empreintes moyen, pas de 5 GPS et le chargeur manquant. C'est exactement ça. Alors, pour qui elle est faite? Idéale pour regarder des vidéos, des films, jouer de temps en temps, surtout si on a déjà des appareils Xiaomi. Mhm. Mais pour ceux qui cherchent un vrai outil de travail mobile ou pour les créatifs exigeants, c'est peut-être pas le meilleur choix. Il y a plus abouti ailleurs, même si c'est plus cher. Elle a beaucoup de puissance, mais l'expérience pro, c'est pas juste une fiche technique. En conclusion. La Xiaomi Pad 7 Pro impressionne par son matériel à ce prix, c'est sûr, mais elle bute un peu sur le logiciel et la polyvalence nomade. Un choix puissant, oui, mais pas pour tout le monde. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Au-delà des chiffres, des gigahertz, des hertz de l'écran, qu'est-ce qui fait vraiment une expérience premium ou pro sur une tablette aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que c'est juste la puissance brute? Ou c'est la fluidité du logiciel au quotidien? La fiabilité des petits détails, comme le lecteur d'empreintes? La cohérence de l'ensemble? Qu'est-ce qui compte vraiment pour l'usage qu'on en a au final?